Bienvenue pour ce nouvel épisode des Management Tips de Mister Yo. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 10 pièges à éviter dans vos relations clients-fournisseurs et la gestion de vos contrats. Mais avant ça, regardez bien cette petite vidéo, vous découvrirez une autre raison pour laquelle Mister Yo est un Master Jedi dans son domaine. C'est clair, non? Lorsqu'il veut quelque chose, Mister Yo, il a beau ne pas avoir l'usage de la parole, il sait très exactement le demander. On comprend tout ce qu'il veut, et avec une patience infinie. Il va éventuellement, progressivement renforcer son message pour affirmer plus fortement ce qu'il veut, mais jamais en perdant patience, jamais en s'énervant. Et c'est ça qui est incroyable. Quand moi, qui ne suis pas quelqu'un de très patient, je commence à me dire « Ah, ils m'ont pas compris, etc. » Je pense à Mister Yo. Je lui dis « C'est vraisemblablement que je n'ai pas formulé clairement ma demande. Si lui, sans l'usage de la parole, est tout à fait capable de se faire comprendre, nous devrions y arriver aussi. » Donc, petite leçon de Mister Yo, lorsque vous voulez quelque chose, demandez-le clairement, fermement, mais avec la patience. Et si vous n'êtes pas compris du premier coup, réessayez. Merci Mister Yo. Ça y est, maintenant tu es bien installé. Il n'y avait pas moyen de le faire venir là, sur le carrelage. Il aurait les fesses au frais, il déteste ça. Donc il a fallu que je mette un coussin, sinon il ne voulait pas faire la vidéo. Bien. Alors, pour enchaîner sur les problématiques de la gestion de la relation client-fournisseur. C'est complètement l'objet de la web-série que vous voyez là en fond d'écran. C'est pas un hasard. Je voulais juste vous dire quels sont les sujets que nous abordons justement dans cette web-série et que vous pourrez découvrir plus avant. Alors, il y a classiquement dans la gestion de la relation client-fournisseur dizaines de sujets qui sont très très importants à adresser. Et je vais parler de ça, moi, essentiellement après la signature du contrat, dans la manière de gérer les choses, depuis le moment où on obtient la commande jusqu'à la livraison finale à nos clients, voire la période de garantie par la suite. J'ai mes petites notes quand même. Alors, premier sujet que la web-série aborde, tout d'abord, c'est une relation client-fournisseur. Avant tout, c'est un contrat. Et le premier écueil à éviter, c'est surtout de se dire « c'est bon, maintenant, c'est signé, le bon de commande m'indique tout ce que j'ai à faire, le contrat, bon, on verra bien, on verra s'il y a un problème, il sera toujours temps de se référer au contrat. » Sauf que lorsqu'on fait ça, on oublie un point qui est très 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 important, c'est que le contrat prime sur tout. Le contrat, d'un point de vue juridique, c'est la loi qui s'applique aux deux signataires du contrat. Donc, si on met le contrat de côté, qu'on ne le lit pas, qu'on n'en a pas pris connaissance, que on peut s'être trompé sur ce qu'on a vendu, sur ce qu'on a acheté, de ne pas avoir vu un certain nombre de clauses qui nous obligent à faire des choses et passer à côté de points essentiels. Donc, il est essentiel que le contrat soit connu de tous ceux qui vont avoir à mettre en œuvre l'acte d'achat ou la vente et à gérer le contrat, à manager la relation client. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vraiment mettre en avant. J'ai vu des organisations où les contrats étaient dans des coffres, il y avait que les juristes et les avocats qui y avaient accès. C'est une aberration. Il faut que chacun puisse le lire. Qu'est-ce qu'il a de secret, le contrat? Rien. Il a quasiment rien de secret, puisque l'autre partie, votre vendeur ou la personne ou votre acheteur, il a le même que vous. Donc, il sait ce qu'il y a dans le contrat. Donc, il n'y a rien à cacher. Donc, surtout, partagez largement le contrat auprès des équipes qui sont en charge de le mettre en œuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est sur comment organiser la relation client. Très important aussi, et c'est souvent notamment un des points qui est adressé dans le contrat. Le contrat va préciser, par exemple, qui peut demander quoi à qui chez l'autre partie au contrat. Par quel biais? Est-ce qu'on peut juste se téléphoner? Ce qui est rarement le cas
parce que maintenant on demande quand même d'écrire. Est-ce qu'un mail suffit? Est-ce qu'il faut respecter une forme particulière pour tout ça? Donc ça, c'est très important. Le contrat va fixer des manières de gérer la relation client-fournisseur, et s'il ne le fixe pas, la loi le fait. Et la loi, elle dit, les temps où on se tapait dans la main, on disait c'est bon, on a un contrat moral l'un avec l'autre et la parole suffit, malheureusement, si jamais il y a un problème, ça ne suffira pas. Donc il s'agira de mettre en place quelque chose par rapport à ça et de le respecter. Et de le respecter dans le sein de toute l'équipe. Ce n'est pas uniquement le vendeur ou l'acheteur qui a la charge de ça, c'est y compris les opérationnels, les techniques qui vont dire le contrat ne me concerne pas. Eh bien si, le contrat les concerne, d'autant plus que c'est eux qui vont être en relation au quotidien avec l'acheteur ou le vendeur. Ça, c'est un des points aussi qui est très très important. Point aussi qui est très très important, c'est le fait que le client a aussi des obligations. Les contrats sont souvent rédigés d'une manière où on va lister par le menu, dans le plus de détails possible, toutes les obligations que doit respecter le fournisseur. Normal, c'est souvent le client qui, sur des contrats un petit peu compliqués, va rédiger le contrat. Parfois, les fournisseurs ont ce qu'on appelle des conditions générales de vente, mais c'est lorsqu'ils vendent des produits sur étagère, lorsqu'ils vendent des produits qui sont pas modifiables, pas modifiés, quoi. On achète, ou quand on achète un service internet ou autre, bon, là, on a des conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation. Mais pour peu que vous soyez sur un contrat qui est un petit peu compliqué, vous avez une petite partie d'études à faire, vous avez des achats à fournir et à revendre, vous avez un peu de travail de construction, notamment tout ce qui est travaux d'architecture, d'engineering, de construction, de design, de design logiciel, d'installation de matériel où il y a des plans à élaborer. Toutes ces choses-là sont des contrats qui commencent à devenir un petit peu complexes. Et c'est souvent l'acheteur qui va avoir défini dans un cahier des charges les obligations du fournisseur. Le truc, c'est qu'il oublie que lui aussi, il a des obligations. Alors que vous soyez acheteur ou que vous soyez son fournisseur, soyez très vigilant aux obligations qu'a le client. Parce qu'un principe de base dans les contrats, c'est qu'à une obligation que vous mettez, par exemple, pour le fournisseur, correspond une obligation pour le vendeur. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des contrats. Il y a une contrepartie à chaque obligation que vous mettez dans un contrat. La contrepartie la plus simple, c'est tu fais quelque chose, je te paye pour ça. Ok. Mais souvent, ça peut être plus complexe. Et notamment, attention, quand vous êtes client, à toutes les obligations implicites que vous avez. C'est pas écrit dans le contrat, mais si vous faites pas ça, votre fournisseur ne peut pas fournir, il ne peut pas remplir sa partie. Notamment, un grand classique, c'est que vous lui demandez de livrer à un certain moment, d'installer quelque chose chez vous dans vos locaux. Implicitement, cela signifie que vous lui devez l'espace de travail, vous devez lui libérer l'endroit où il va venir faire son installation. Sinon, il ne pourra pas livrer. Et c'est souvent oublié, je vois souvent des choses, ah, c'est aujourd'hui que vous arrivez, ben non, on n'est pas prêt, on ne peut pas recevoir le truc, etc. Et ça crée tout un tas de problèmes. Donc ça, c'est un des deuxièmes, ça va avec la gestion de la relation client, l'organisation, c'est des obligations du client. Ensuite, troisième point qui est très 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 important aussi, c'est que un contrat va avoir plusieurs échéances à respecter. Il va avoir, alors quand c'est un contrat un peu compliqué, il va falloir d'abord envoyer un matériel, il va d'abord falloir faire une petite note de calcul, il va d'abord falloir approvisionner des plans, des matériaux, etc. Donc le lien entre contrat et planning, le sujet dont je vous parlais la semaine dernière, la maîtrise du temps, est essentielle. Pour chaque contrat, il faudra qu'il y ait un planning contractuel. Alors je ne vous parle pas encore une fois d'un truc très compliqué, comme un Gantt, voilà, un truc, voilà. Mais mettez-vous d'accord avec votre fournisseur, pas uniquement sur la date finale, mais toutes les dates intermédiaires qui vont être importantes pour le contrat, et notamment dans la gestion des obligations. Je vous parlais des obligations, il y a 2 minutes, de libérer vos locaux pour pouvoir, pour que votre fournisseur puisse venir travailler, par exemple. Eh bien, prévoyez avec lui cette date-là à l'avance. À quel moment il va falloir que tu viennes chez moi? Et est-ce que c'est possible par rapport à ce que j'ai à faire? Sinon, vous allez avoir de grosses difficultés. Donc ça, c'est le troisième point essentiel,
un planning égale un contrat. Et un contrat, à un contrat, il faut bien entendu associer un planning. Quatrième sujet. Quand on lance un contrat, on l'a signé, on est heureux, c'est la joie, c'est la fête, ouais, nouvelle affaire, vous allez voir, on est tous gentils, on a les mêmes objectifs, d'ailleurs monsieur le client, vous êtes beau, vous êtes fort, et nous aussi on est beau, on est fort, et donc du coup, c'est le fond. Sauf qu'on va rencontrer souvent un certain nombre de difficultés, normales ou pas normales, qui viennent de la relation, qui viennent, voilà, et que va y avoir un certain nombre de décisions qui vont être prises dans la relation entre le fournisseur et le vendeur. Ne jamais laisser ces relations à l'oral. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le contrat moral n'a plus de valeur, véritablement, surtout si à un moment donné il y a un petit litige qu'il faut aller relancer à titiller du côté des avocats ou des juges. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Mais surtout pour s'en prémunir et pour que dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, si on est sur un truc qui est un petit peu long, on se souvienne de ce qu'on s'est dit, eh bien, il s'agit de garder des traces. Il faut donc écrire. Garder des traces. Et se dire que l'on va s'écrire, et se dire comment on va s'écrire. Donc ça, c'est un des points importants. Gérer toute la correspondance et toute la trace de ce qui se passe autour du contrat, de manière aussi à pouvoir y revenir 6 mois après, donc enregistrer les choses de manière simple, où tout le monde pourra retrouver les informations. Il n'y a rien de pire que de dire « Ah ben, monsieur Trucmuche, il est parti à la retraite et l'ensemble des courriers étaient sur son ordinateur. Donc bon, on a reformaté son ordinateur quand il est parti, donc on a perdu tous les courriers. » C'est arrivé il n'y a pas si longtemps dans la société, pourtant grosse société dans laquelle j'intervenais. Et c'est pas possible, quoi. En 2020, c'est plus possible d'avoir ce genre de problème. Il faut vraiment qu'il y ait une trace de l'ensemble des choses qui sont dites. Voilà. Cinquième point, qui me paraît essentiel aussi à avoir vraiment bien en tête, un contrat, ce n'est pas figé. Je vous disais, un contrat, c'est la loi entre les parties. Ah oui, mais c'est aussi une loi que l'on peut changer si les deux sont d'accord. Donc, il se passe un truc sur le contrat, sur le projet. Vous, client, vous avez une modification à faire. Vous, fournisseur, vous avez une suggestion d'amélioration. Ou il se passe un événement qui fait qu'on ne peut plus réaliser les choses de la même manière exactement que ce qu'on avait prévu. Et bien, si on arrive à se mettre d'accord, on peut changer. Et c'est ça qui est génial avec le contrat, c'est que tant que les deux sont d'accord, on fait évoluer le contrat. Et donc, le contrat, il va évoluer tout le temps, quelque part. Donc ça, c'est aussi un point qui est très très important. D'autant plus que ce sera... ce qui va rendre d'autant plus nécessaire le fait de tracer toutes ces évolutions du contrat et de tracer pourquoi on a fait évoluer le contrat et donc de gérer tous les écrits dont vous parlez auparavant. Un point aussi qui est très important, c'est que dans des contrats qui commencent à être un petit peu complexes, souvent vous êtes fournisseur, mais vous-même vous avez un fournisseur, vous n'avez pas forcément fabriqué tout. Vous allez installer une installation de climatisation chez un de vos clients, c'est pas vous qui fabriquez tout le matériel de climatisation, vous êtes installateur, vous faites l'étude, le dimensionnement, et puis vous allez acheter du matériel à d'autres fournisseurs. Peut-être que d'ailleurs vous allez avoir des sous-traitants qui vont aussi faire une partie de la prestation, parce que vous savez faire des tuyaux, vous savez pas remettre la peinture, vous n'avez pas envie de vous embêter à faire ça, vous aurez un sous-traitant en peinture. Bon. Il est très 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 important, lorsque votre client vous donne une obligation, de s'assurer que le fournisseur que vous allez avoir a la même obligation. Parce que si vous ne lui dites pas, il va pas faire ce qu'il doit faire, votre client ne va pas être content, mais votre fournisseur va dire, attends, tu ne l'as jamais demandé, et là tu me demandes de faire un truc en plus. Donc c'est la double peine, entre le marteau et l'enclume. Votre client qui râle parce que vous n'avez pas respecté vos obligations, et le fournisseur qui râle parce que vous demandez de faire un truc pour lequel il n'est pas payé concrètement. Donc ça va être une situation très délicate. Donc faites bien attention à ces sujets-là, et c'est pour ça qu'il est important aussi de bien lire les contrats, notamment les contrats qui ont des clauses ou des obligations qui concernent vos sous-traitants. Vous, peut-être que vous allez dire, bon, c'est l'histoire de vos sous-traitants, je m'en fous. Mais en fait, non, parce qu'il va falloir vous assurer que votre sous-traitant, il a bien pris en cause, bien pris en compte cette clause-là, et qu'il va être en mesure de la respecter. Sinon, c'est vous qui allez avoir le problème, puisque c'est vous qui êtes responsable de votre sous-traitant. Donc ça, c'est un des points les plus difficiles par moment, mais qui est vraiment aussi essentiel. Alors, 7e sujet,
Le moment où on arrive à la réception, on a tout fait, tout il est beau, tout il est magnifique, c'est superbe, ce n'est pas la fin du contrat. Votre contrat ne sera terminé lorsque vous aurez été payé et que vous aurez laissé passer une certaine période qu'on appelle la période de garantie. Et pour ça, il va falloir clôturer les comptes à un moment donné. Vous aurez livré effectivement les choses. Il y aura peut-être des petites choses qui resteront à faire. Ce qu'on appelle des réserves, des petites choses, des petites modifications de dernière minute ou des petites choses peut-être parfois cosmétiques ou pas forcément très importantes pour lesquelles le client a dit bon, ok, on le fait pas tout de suite parce que ça nous permet de commencer, mais dans pas longtemps, dans 1 mois, dans 2 mois, ou quand on s'arrêtera de faire tourner la climatisation parce qu'on sera en plein hiver, il faudra me terminer ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des réserves. Donc, il y a plein de petites choses qui vont éventuellement rester à faire, il faut en garder la trace. Parce que votre contrat, vous ne pourrez pas le clôturer, vous ne pourrez pas le finir tant que vous n'aurez pas fini ça. Donc, la réception, c'est pas la fin. Il y a plein de choses encore à faire. Et puis, c'est là aussi qu'on va traiter tous les petits problèmes qu'on avait un peu mis sous le tapis pendant tout le projet. J'espère qu'il n'y en aura pas de trop. Parce que sinon, ça va être compliqué. Il y a peut-être des choses en plus à faire ou des choses qui ne sont pas passées comme c'était prévu. Donc, ça vous a coûté plus cher. Donc, vous voulez vous retourner à votre client pour lui dire maintenant il faut payer un peu plus, ou vous en tant qu'acheteur vous n'êtes pas content de la performance, ou il y a eu des retards et vous souhaitez dédommager des retards qu'il y a eu. Donc toutes ces choses-là vont se régler à ce moment-là aussi, ce qu'on appelle la clôture contractuelle. Ce qui peut amener à faire des choses qui ne sont pas très très agréables parfois et qui ont une mauvaise presse, surtout en France, qu'on appelle des réclamations. Dans la relation client-fournisseur, il peut y avoir des réclamations. Et oui, c'est même prévu. C'est même prévu et par la loi et par les contrats. C'est-à-dire que le contrat n'aura pas tout prévu, on n'aura pas réussi à se mettre d'accord, surtout pendant la durée du contrat. Donc il va rester à la fin un certain nombre de sujets. Et ces sujets-là, on va les traiter sur la manière réclamatoire. Et quand on dit réclamatoire, je sais qu'en France, c'est pas terrible, parce que depuis qu'on est tout petit, on dit c'est pas bien de réclamer. Non, tu prendras pas de bonbons quand tu arrives dans la case du supermarché. Non, tu ne demandes pas les bonbons, c'est pas bien réclamer. Donc on dit réclamer, c'est pas bien. Et puis on a un autre facteur, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de réclamation, on va faire une réclamation auprès de notre fournisseur de téléphonie parce qu'il y a eu une interruption de service, auprès de la SNCF parce qu'il y a eu des retards de train. Donc généralement, quand on fait une réclamation, on n'est pas content. Pas content, pas content, pas content. Bon, d'accord. Mais toujours est-il que ce mécanisme réclamatoire est un dispositif du contrat et qu'il est dans votre intérêt, fournisseur comme vendeur, que ça se passe dans les meilleures relations possibles. Donc que la relation, même s'il y a des points de désaccord, soit le plus sereine, le plus calme possible et qu'on puisse mettre les choses sur la table le plus factuellement possible en disant voilà ce qui s'est passé, voilà ce que ça m'a coûté, voilà ce que ça m'a empêché de faire et voilà pourquoi je souhaite que vous me payiez plus ou je souhaite appliquer ces pénalités ou je souhaite déduire ce montant-là de votre contrat. Parce qu'il va falloir trouver un accord. La seule manière de mettre un terme à un contrat, c'est par l'accord des deux parties. Et oui, le contrat a force obligatoire pour ceux qui l'ont signé. Donc, sauf dans des cas spécifiques qui sont des contrats avec des services publics, dans le droit privé, la seule manière de mettre un terme à un contrat, c'est que les deux soient d'accord pour dire on a fini. Et tant que ça, ce n'est pas fait, vous ne pouvez pas clôturer vos contrats. Donc, vous ne pouvez pas être payé des derniers paiements, vous ne pouvez pas éventuellement utiliser ce que vous avez acheté complètement parce qu'il ne vous appartient pas complètement tant que le contrat n'est pas fini. Donc, il faut trouver une manière de sortir du contrat et donc idéalement de se mettre d'accord sur ces réclamations pendant la durée du contrat. Sinon, la seule autre solution, c'est d'aller devant un juge au tribunal de commerce. Et alors là, quand vous avez un juge au tribunal de commerce, tout le monde a perdu parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer. On ne sait pas si on va avoir gain de cause. Il va y avoir des expertises, des contre-expertises. Souvent, le jeu n'en vaut pas la chandelle d'un point de vue financier en plus. Donc, vaut mieux se mettre d'accord. Voilà. Le dernier point, dans un contrat, le contrat ne s'arrête pas forcément non plus quand on a livré, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la période de garantie sur les matériels, les équipements qu'on a livrés, les services que l'on a faits. On a une garantie, on a un engagement. Il est très important que vous soyez fournisseur ou que vous soyez vendeur de bien gérer cette période de garantie. Parce que ça ne vous coûtera pas la même chose si vous faites intervenir le fournisseur sur votre climatisation au titre de la garantie, parce qu'il vous doit cette garantie,
que si vous le faites venir au titre d'une opération de maintenance. Opération de maintenance, a priori, sauf à ce que vous ayez souscrit un contrat de maintenance, mais c'est l'opération de maintenance, il ne vous la doit pas, donc il vous la fera payer. Réciproquement, c'est votre fournisseur. Si vous devez intervenir en garantie sur des matériels qui sont peu fiables, ça vous coûtera très cher. Que si par contre vous avez vendu une prestation de maintenance, que vos matériels sont fiables, mais que vous avez de la maintenance à faire, préventive, etc., là, c'est une manière aussi d'améliorer votre chiffre d'affaires. Donc, un contrat ne se termine pas non plus juste à la clôture. Il y a ces périodes de garantie et il est important que chacun le gère. Voilà, tous les sujets sont abordés dans le Project Saison 1, magnifique, qui est donc la web-série dédiée au management de projet avec, pour la première saison, le monde des contrats et de la relation client-fournisseur. Vous pouvez découvrir le premier épisode gratuitement. Si vous voulez vous abonner, vous trouverez toutes les informations sur le lien affiché à côté de cette page. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain Management Tips de Mysterio. Cette fois, on espère qu'il fera beau. Hein, Mysterio? Non, bon, il a entamé sa sieste. À bientôt.